que ça passe bien comme ça? Oui. Vous avez un son comme ça? Oui. Oui. On peut commencer? Oui. Bien sûr. Vous êtes que 25, hein? En attendant le début, est-ce que vous avez des questions par le chat? Mais moi, j'ai pas de retour de son, hein. Je sais pas ce qui se passe. Allô? Oui. On vous entend, professeur. Mhm. Oh, hémodynamiquement, il est bien, il est bien. Mhm. On attend 15-8. Non, si tu as de la place, tu le fais monter. Ah oui. Non, pas hospitalisation pour le dialyse. Non, pour le dialyse. خلينا بعد نشوفوا كيفنا. اوكي. Mhm.
c'est pas urgent. On parce qu'on va le cours. Dans 1 heure et demie, fais comme tu veux. بعد دوك نعاود نعيط. اوكي صح صح. وعلاه لا بابا معنا بوزيتيف يا لا le son est-ce que vous m'entendez هم قال لك oui apparemment ils entendent mais Professeur. وبصح انا لو روتور تاعهم هما لو سون ولا نبقى في الشات برك ما عندكش لي باطل اوكي علاش il n'y a pas de problème d'accord ok الله خير d'accord bon on va commencer parce que il est 14h30. Bonjour tout le monde. Assalamu alaikum. Salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin. Bon, l'objet du cours d'aujourd'hui, c'est un cours qui est assez complexe. On va essayer de par cette présentation, un peu une idée d'aller vite à l'essentiel du cours ou les choses qui sont importantes pour vous dans votre vie future de clinicien, les choses importantes à connaître. Voilà, le titre c'est les néphropathies héréditaires. Donc, un instant. Donc, voyez bien le plan du cours. Voyez bien le plan du cours, donc définition. Et il s'agira essentiellement de parler de la maladie ou de la néphropathie héréditaire la plus fréquente, à savoir la polykystose rénale. Pas de diapo, bon, j'ai mis des diapos. D'accord. Et comme ça, la diapo comme ça. Non, non, non. D'accord. Et comme ça. Comme ça. C'est bon? Oh là là.
Et comme ça, c'est bon? C'est bon? Non. C'est bon? Et comme ça, on est en plein écran. C'est bon? C'est bon? Non, pas encore, professeur. C'est bon. C'est bon. On continue? Donc, voici le plan du cours. Donc, j'insistais avant cette coupure pour la polykystose rénale autosomique dominante, qui est une maladie à connaître, au moins avoir une idée sur cette maladie dans votre vie future et voir très, très succinctement les autres maladies kystiques pour laisser à la fin une grande partie pour la discussion. On commence? Donc, en introduction, le spectre des néphropathies héréditaires est très grand, et ce qui a fait l'émergence et la pratique d'une nouvelle sous-spécialité, à savoir la néphrogénétique. Il y a beaucoup de maladies génétiques qui peuvent toucher le rein. Le rein est composé de plusieurs structures, d'un interstitium, de vaisseaux, de glomérules, et toutes ces structures peuvent être touchées. L'intérêt de ces maladies a été poussé surtout par actuellement les progrès formidables de la génétique et la découverte du génome. Actuellement, chez un enfant ou un nourrisson, si on fait une analyse génomique, on peut savoir d'emblée s'il fera un diabète à 50 ans ou pas, s'il aura un syndrome métabolique lorsque l'âge sera avancé. Donc, il y a beaucoup de progrès dans ce domaine-là. Bon, pas chez nous, vous l'aurez compris, mais il y a beaucoup de progrès dans ce domaine-là. Et l'intérêt aussi de connaître ces pathologies, c'est de connaître le mécanisme principal et comment bien prévenir la gravité de ces maladies. Donc, on passera sur quelques définitions. Une maladie congénitale est présente à la naissance. Les maladies qui se développent après l'enfance ne sont pas congénitales. Une maladie acquise résulte de l'action de causes extérieures, comme des infections, par exemple. Une maladie génétique peut résulter d'un dysfonctionnement d'un ou de plusieurs gènes. C'est comme ça qu'on appelle maladie monogénique qui concerne un seul gène,
ou maladie multigénique qui concerne plusieurs gènes. Une maladie génétique peut ne pas être héréditaire. Vous connaissez tous l'hérédité mendélienne. Une grande partie des maladies génétiques se transmet par l'hérédité mendélienne. Je citerai la mycoviscidose. D'accord? Cette hérédité peut être hétérogène, peut être, ne pas être hétérogène ou peut être hétérogène. Donc, et aussi, on définit des maladies mendéliennes autosomiques, c'est-à-dire liées uniquement à l'X, ça vous le connaissez, ou des maladies dominantes ou récessives, selon que la maladie soit finalement dominante ou récessive. C'est bon jusqu'ici, au moins un petit message pour continuer. Oui, ça va. Donc voilà, c'est un exemple de tous les signes et symboles qui sont utilisés pour finalement faire les enquêtes génétiques. C'est très important de faire des enquêtes génétiques chez les sujets atteints de maladies héréditaires. Nous sommes dans un pays où quand même le taux de consanguinité reste important, surtout dans certaines régions. Donc, c'est très important de faire l'enquête génétique. Et voilà, pour faire l'enquête génétique, donc voilà un exemple des symboles qui sont utilisés pour faire un arbre généalogique. On peut découvrir un malade, par exemple, qui est porteur d'une maladie génétique à l'état récessif. Donc, c'est très important de faire des enquêtes génétiques parce qu'on pourra lui donner des conseils génétiques qui évitera d'épouser sa cousine et pour éviter que leur enfant soit autosomique. Est-ce que c'est compris? Donc, c'est juste des signaux pour vous donner comment on fait. Bon, Oui. on commencera par le vif du sujet, à savoir la polykystose rénale autosomique dominante. Donc, voici, grosso modo, c'est quoi? Donc, on a un rein qui est finalement très beau, il est harmonieux, il a un pôle supérieur, un pôle inférieur, c'est tout lisse. Donc, il va devenir plein de kystes de très grande taille, il sera bosselé, il y aura plein de kystes un peu partout. Donc, finalement, c'est une des maladies héréditaires les plus fréquentes au sein de l'éventail des maladies héréditaires. C'est une maladie très, très fréquente. La prévalence est estimée à 1 cas sur 1000 dans la population générale. Elle est tellement fréquente qu'elle constitue à elle seule entre 8 à 10% des causes d'insuffisance rénale chronique terminale. Surtout dans certaines régions, par exemple en Algérie, c'est une cause importante d'insuffisance rénale chronique terminale. La transmission se fait sur un mode autosomique dominant. Donc, techniquement, si on a un enfant, enfin un adulte qui est malade, l'un des deux parents était directement malade. Donc, c'est ce qu'on appelle la transmission autosomique verticale. Le risque d'un parent de transmettre la maladie, c'est à 50% de son enfance, de ses enfants, pardon. Un sujet qui est issu d'un père ou d'une mère qui avait la polykystose, on le considère que non atteint, donc s'il ne transmet pas la maladie. Donc la polykystose rénale est génétiquement hétérogène parce qu'il y a deux gènes qui sont, elle n'est pas monogénique, elle est hétérogénique, donc c'est deux gènes qui sont impliqués, donc le gène PKD1 et le gène PKD2. Donc en fait, sur ce tableau, voici les deux gènes. La molécule dont ils étaient responsables, à savoir donc le PKD1 était sur le chromosome 16, donc ça concerne 85% des patients porteurs de polykystose. La protéine mutée, c'est la polycystéine 1 et qui est finalement un mécanorécepteur qui aidait dans l'interaction avec la matrice extracellulaire. L'âge moyen d'arriver à l'insuffisance, l'IRT, ça veut dire insuffisance rénale terminale, est à 54 ans. PKD2 sur le bras court du chromosome 4, ça concerne 15% des malades et c'est beaucoup plus la polycystéine 2 qui est une homologie avec un canal calcique et l'arrivée au stade terminal est à 69 ans. Le diagnostic, il est tout à fait simple. Hein. C'est une histoire familiale, donc d'une maladie rénale kystique chez un des parents ou des enfants.
Et il repose essentiellement aussi sur l'échographie, qui va montrer typiquement deux très gros reins. Donc, ce n'est pas des petits reins, hein, ce n'est pas des reins de 7 cm. Hein. C'est 14, 15. On a eu des cas à 22, 24 cm où il fallait faire une néphrectomie pour réduire la masse de ces kystes-là. Donc, et le rein est déformé par la présence de multiples kystes bilatéraux. On peut avoir souvent une association d'une polykystose hépatique dans 30 à 70% des cas des patients. Voici une image d'une polykystose rénale. Le rein est complètement déformé. On a plusieurs kystes ici. Donc, ici, c'est le piédon, mais on a plein de kystes ici. Donc, ça fait polykystose rénale sur le rein gauche. Donc, on a des critères de diagnostic. Ça, c'est beaucoup plus du ressort de la spécialité, mais on a des critères de diagnostic de la polykystose rénale dominante à l'échographie. Donc, chez les sujets relativement jeunes de 15 à 39 ans, il faudrait qu'il y ait au moins 3 kystes rénaux, unis ou bilatéraux. On parlera de polykystose rénale. Entre 40 et 59 ans, il faudrait qu'il y ait 2 kystes dans chaque rein pour parler de polykystose rénale. C'est-à-dire que si on a 3 kystes que d'un seul rein, on ne parlera pas de polykystose rénale. D'accord? Et après 60 ans, il faudrait qu'il y ait plusieurs kystes dans chaque rein, au moins supérieur à, je vois la question, par quel mécanisme la polykystose va entraîner donc la polykystose bon, je vais essayer de répondre aux deux questions. C'est une pathologie systémique, hein, ça concerne même pas que les reins, ça concerne le foie parce que dans 30 à 70% des cas, on peut avoir une polykystose hépatique aussi, on peut avoir des prolapsus de la valve mitrale et on va en parler tout à l'heure, et on peut avoir des anévrismes cérébraux. C'est-à-dire que cette polycystéine 1 qui est mutée chez le malade, qui a une maladie génétique, s'occupe aussi d'une partie de la valve mitrale, d'une partie au niveau du trigone de Willis. Donc, on peut avoir des véritables anévrismes cérébraux. Et aussi, on décrit avec les polykystiques des sigmoïdites, en fait, des kystes sigmoïdiens. Donc, voilà. Donc, c'est une pathologie foncièrement et par définition bilatérale. Et par quel mécanisme la polykystose entraîne l'insuffisance rénale? On va le voir à l'instant. Donc, bon, c'est finalement les kystes qui vont entraîner. Donc, voici un scanner d'une polykystose qui a une sensibilité supérieure. Vous voyez que les reins sont complètement déformés avec la présence donc, de plusieurs cavités vides d'écho, d'accord? Et chaque, voilà, donc le scanner a quand même une sensibilité supérieure à celle de l'échographie pour le diagnostic. J'espère que j'ai répondu à la question. Maintenant, ça, c'est la pathogénie. Comment la polykystose entraîne une insuffisance rénale terminale? Donc, pas de sang. Ça passe là? D'accord. Ça, c'est le rein polykystique. Donc, ça, vous avez compris à travers les cours que le nom de la spécialité de néphrologie, c'est le néphron. Le néphron est lui-même subdivisé, le rein est lui-même, dans chaque rein, il y a 1 million de néphrons. Le néphron est lui-même subdivisé en plusieurs parties. Donc, ça, c'est le néphron, donc le glomérule. Et puis, on aura tout le tubule distal, l'anse de Henle, canaux collecteurs. Dans la polykystose rénale autosomique dominante, les kystes se développent à partir de n'importe quel segment du tubule rénal, que ce soit au niveau du tube proximal, de l'anse de Henle ou au niveau du canal collecteur. Ce qui la différencie largement, donc c'est le diagnostic différentiel, c'est la polykystose rénale autosomique récessif, qui a un mode de transmission récessif, vous l'avez compris, mais dont les kystes se développent uniquement à partir des canaux collecteurs. Donc ici, canaux collecteurs, ici, un peu partout. C'est compris? Donc, voilà. Donc, là, c'est un excellent travail qui a été publié il n'y a même pas 6 mois.
c'est les reins des polykystiques, mais de façon plus imagée, plus schématique, avec l'ensemble du. Bon, je m'excuse parce que je vois les questions en même temps. À partir de quel âge on peut éliminer le diagnostic? Si on a plus de 40 ans et qu'on n'a aucun kyste, mais aucun kyste des deux côtés, et même si on a un seul kyste, on peut décemment éliminer la maladie. D'accord? Mais dans d'autres pays, ils feront systématiquement une analyse génétique. D'accord? Donc, voyez le rein à 15 ans, le rein à 30 ans, le rein à 45 ans et le rein à 60 ans. Ça, c'est la fonction rénale qui va décliner progressivement. D'accord? Donc, on a des petits kystes qui vont apparaître ici. À chaque fois que le kyste augmente de volume, il va laminer, il va manger, si vous voulez, le parenchyme rénal. Bon. Donc, il va laminer le parenchyme rénal, même avec la présence, faire symptômes. Est-ce que vous voyez toujours la photo? Oui. Donc, au fur et à mesure que les kystes augmentent, donc on aura un rein qui est complètement détruit par les kystes. Ça, c'est l'image d'un rein terminal. J'espère que celui qui a posé la question, donc avec ce schéma, arrive à comprendre ce qui se passe donc, au cours de l'insuffisance rénale liée à la polykystose rénale. Bon, il nous reste 10 minutes, donc je vais aller très rapidement. Donc, les complications de la polykystose, on peut avoir des douleurs lombaires, vous l'avez compris, donc c'est des reins de gros kystes, donc c'est des malades, on a des douleurs, on a tout le temps des douleurs, des pesanteurs, d'accord? On peut avoir des hématuries macroscopiques parce que les kystes augmentent de taille, ils peuvent se rompre et on aura des hématuries macroscopiques. Je voulais dire, est-ce qu'on peut éliminer le diagnostic si on a un seul kyste avec des manifestations extrarénales? C'est très pertinent comme question, Randa Inès. En fait, la pertinence, elle est là. On ne peut pas avoir des manifestations extrarénales sans avoir de manifestations rénales, parce que le rein, c'est le site privilégié. Et puis, bon, sur ma carrière, il y a eu quand même pas mal de malades qui avaient d'autres maladies kystiques qui essayaient de mimer le rein. D'accord? Mais une polykystose rénale, donc si on n'a pas de kyste au niveau des reins et qu'on a des kystes au niveau hépatique, ça élimine directement la polykystose rénale. Pardon. D'accord? Et voilà, donc on peut avoir donc des infections du rein, surtout que le rein est plein de kystes. On peut même avoir des infections intrakystiques, c'est des tableaux de PNA, et avec même des SUBU négatifs parce que l'infection reste à l'intérieur des kystes. Donc, on n'arrivera pas à faire un compte bactérien ou un compte de leucocytes. Donc, ça restera une infection en vase clos. Donc, l'insuffisance rénale, qui est la complication majeure de la polykystose rénale. Donc, l'arrivée au stade terminal, donc 50-55 ans pour la polykystose D1 et 60-70 ans pour la polykystose D2. L'HTA, autre complication majeure, l'HTA, elle apparaît chez 30 à 40%. Elle est liée à une stimulation du système rénine-angiotensine. Il y a des sujets qui sont diagnostiqués avec une polykystose rénale devant un bilan d'une HTA. D'accord? Donc, HTA, on fait une échographie rénale, on retrouve plein de kystes rénaux. Et elle constitue aussi un facteur important de la progression, c'est-à-dire que si l'HTA n'est pas très bien contrôlé, le sujet va évoluer rapidement vers le stade terminal. Et elle doit être prise en charge le plus précocement possible, l'HTA. Et il y a une indication majeure, un traitement par bloqueur du SRA. Voici bon, les atteintes extrarénales, vous les voyez, bon, diverticulose colique. La prise en charge thérapeutique avant le stade terminal, donc le traitement n'est pas spécifique, c'est beaucoup plus un contrôle tensionnel et on utilise les IEC et ZARA2. Traitement spécifique, il y a beaucoup d'avancées hein, dans le traitement de la polykystose. Il y a les antagonistes des récepteurs V2 de la vasopressine. Donc, je n'ai pas le temps de vous expliquer tout, mais la base de l'atteinte rénale au cours de la polykystose, c'est les kystes qui augmentent de volume et qui vont laminer le parenchyme. Donc, si on arrive à trouver une molécule qui va bloquer
la réabsorption ou l'augmentation du volume des kystes, donc on arrivera certainement à conserver un certain parenchyme rénal. Donc, c'est le tolvaptan, les antagonistes des récepteurs V2, donc nous permettent vraisemblablement de pas de réduire la taille, mais au moins de limiter le volume des kystes sur plusieurs années. Donc, ils ont plein d'indications. Donc, je lis les questions. Les tubules kystiques ne sont pas fonctionnels. Les tubes, oui, bon, le néphron est complètement détruit, hein. Lorsqu'il est le siège d'une polykystose, on a les kystes qui augmentent progressivement et qui va englober le néphron, le glomérule qui est aux alentours. Dans la polykystose, l'insuffisance rénale chronique, des gros reins, pas de reins avec des gros reins. Est-ce que la polykystose peut développer par la... C'est une excellente question. C'est ce qu'on appelle la dégénérescence maligne. C'est-à-dire que les kystes rénaux, dans une fraction de 5 à 5%, on aura des kystes qui vont dégénérer et devenir malins. D'ailleurs, avant la greffe rénale, on insiste souvent pour faire au moins des néphrectomies. D'accord? Voilà, je continue les cours. Donc, c'est important de donner un conseil génétique à la famille. Donc, c'est vraiment important. Et de dire à un couple qui, dans l'un des deux est polykystique, que s'il y a un risque de 50%, qu'il développe une polykystose rénale. Je n'ai pas compris comment agissent les antagonistes des récepteurs V2 de la vasopressine. En fait, le mécanisme est simple, enfin simple, je sais pas simple, mais je vous ai renvoyé à la pathogénie de l'atteinte rénale. Le rein est détruit par les kystes qui augmentent progressivement de volume et qui vont manger le parenchyme aux alentours. Si on arrive à trouver un médicament qui évite que ce kyste augmente de taille, donc augmente de volume, donc, on pourra éviter que le parenchyme rénal soit détruit par ce volume exubérant donc, du kyste. Donc, les antagonistes des récepteurs V2, je vous disais, ne réduisez pas le volume des kystes, mais par contre, par rapport à des sujets qui prenaient aucun médicament, donc on a vu que les malades qui prenaient du tolvaptan avaient donc une vitesse de croissance des kystes relativement moindre par rapport aux autres. Est-ce que c'est compris? D'accord, donc voilà. Il y a d'autres maladies kystiques, mais là, c'est beaucoup plus des enquêtes. Voilà, c'est des maladies rares. Et même pour nous spécialistes, à force de ne pas les voir, donc on en oublie de penser. Mais souvent, il y a toute une vision génétique sur le malade. Donc, si on a un malade qui est hospitalisé avec des kystes bilatéraux, on essaye de faire une enquête génétique et documenter ça, documenter le plus ça pour trouver sa maladie. Donc, pour trouver sa maladie, il y a des mutations. Il y a le VHL, je pense, le professeur Noisser m'en a parlé, donc ils vous ont parlé dans le cadre des cancers du rein. Bon, c'est une maladie qui est beaucoup plus vue en néphro. Moi, j'en ai vu 3 ou 4 durant ma carrière. C'est des maladies relativement avec la présence de multiples kystes et de cancers un peu bilatéraux, des mangioblastomes du système nerveux. Et vous lui avez posé une question sur je pense, la récidive de la maladie après transplantation rénale. Généralement, on évalue, on essaye d'évaluer le patient et le risque de récidive chez tout candidat à la greffe rénale. Et voilà, et on cède au maximum des conseils de généticiens. Et bon, le problème, c'est que il y a pas beaucoup, la génétique n'est pas super bien développée en Algérie. Donc, souvent, on envoie des prélèvements en France pour ce type de malade. Donc, la maladie d'Alport, qui est une autre maladie relativement fréquente en néphrologie. En fait, on va passer très rapidement parce que là, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, là aussi, c'est une mutation des gènes. D'accord.
Ah, c'est votre question, d'accord. Donc, la question sur la transplantation rénale. Généralement, pour la transplantation rénale, je pense que je vais faire une autre session euh, d'enseignement, soit à partir de mon domicile ou ici au niveau de la fac, pour aborder, je vous demanderai simplement de résumer toutes les questions possibles et imaginables sur tout l'enseignement de néphrologie et ce sera une séance de questions. Donc, posez les questions qui me تحبوا, c'est votre tour parce que بعد أنا le tour est imposé. Donc, je vous invite à poser plein de questions sur tous les cours, les trucs que vous n'avez pas compris. Et préparer la question comme ça, tu vas directement par le chat et je pourrais répondre facilement. Donc, la maladie d'Alport, donc apparemment, à moins d'une minute. Donc, maladie d'Alport, c'est une néphropathie glomérulaire.